Captain Max. Lancement du processus d'enregistrement. Go ninja, go ninja, go! La loi, c'est moi! Et l'ordre! Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous, c'est Max. Dans cet épisode, on va continuer dans la droite lignée du précédent en se penchant de nouveau sur la planète des singes, mais cette fois-ci du côté des premières histoires inédites aux comics. Je vais ensuite vous faire part de mon avis concernant pas mal d'œuvres écrites et illustrées par Jeff Lemire, puis on terminera l'épisode sur la suite de la série Pete que j'avais commencé à lire dans le premier podcast. Rappelez-vous, c'était l'histoire de l'enfant illégitime, de Hulk et de Lobo. Vous l'avez sans doute compris, avec cet épisode, vous allez avoir à boire et à manger en termes de diversité de lecture. Il y a déjà fort longtemps que l'omnibus Terreur sur la planète des singes de chez Panini s'était caché dans un coin reculé de ma bibliothèque, à côté du tome 2 du nom de Homme parmi les singes. Acheté sur un coup de tête, j'avais envie de les lire, mais je savais que je devais attendre le bon moment, et que celui-ci serait concomitant avec la sortie d'un nouveau film. En effet, il faut bien admettre que malgré le fait que je ne sois pas novice en termes de vieille lecture, il faut tout de même être préparé avant de se lancer dans un récit datant de plus de 50 ans, du moins si on veut pouvoir profiter au maximum de l'œuvre. Écrit par Doug Moench en 1974, en parallèle de ses adaptations en comics des films, Terreur sur la planète des singes est une série totalement originale, pour le plus grand plaisir des fans, j'imagine. Pour la petite anecdote, il y a une chose que j'évite de faire en général, c'est de lire le résumé sur la 4e de couverture d'un bouquin. Allez, on va dire qu'avant de passer à la caisse, si vraiment je n'ai aucune idée de l'univers ou de ce que pourrait raconter le livre, pourquoi pas, ça peut m'aider à me décider, mais après l'achat, à ne jamais faire. Premièrement car ça me permet d'éviter tout spoil, et deuxièmement car ça peut me faire regretter mon achat si ça ne part pas du tout dans la direction que j'avais imaginée. Par exemple, si j'achète un comics de super-héros et que je me rends compte que l'action va laisser sa place à de la bonne grosse tranche de vie, je vais être totalement réfractaire à la lecture. Bref, tout ça pour vous dire qu'avant de lire Terreur sur la planète des singes, j'ai lu le résumé pour la première fois. Et je n'aurais pas dû, vous allez comprendre pourquoi, puisque je vais vous le lire. En 2070, sur des terres apocalyptiques, Alexander le chimpanzé et Jason, son acolyte humain, sont aux prises avec des gorilles bioniques, des extraterrestres à tentacules, des singes volants et même des cerveaux en bocaux. Au cours de leurs aventures, ils font la rencontre de personnages hauts en couleur, comme l'excentrique luminurgiste, qui ne jure que par le progrès, la belle Malagania, et le truculent Julius Gunpowder. Des gorilles bioniques, des singes volants et des cerveaux en bocaux. Ok, donc là, tout ce que je n'aimais pas dans le second film nommé Le secret de la planète des singes allait être amplifié ici. Des mutants télépathes, c'était déjà trop pour moi, mais là, on vend vraiment de la grosse SF cliché des années 50. Et je n'ai rien contre la science-fiction, au contraire, j'adore ça. Mais dans mon imaginaire, la SF c'est l'action à la Star Wars, le retour vers le futur, Alien, etc. Sur des univers qui se basent essentiellement sur leur concept bien à eux. Là où la planète des singes est pour moi plus une satire se déroulant dans un univers de SF, avec un récit qui se concentre beaucoup plus sur ses personnages. Et je ne suis pas le seul à le penser puisque j'ai découvert que Pierre Boulle, le scénariste ayant écrit le roman d'origine de la planète des singes en 1963, pensait déjà ça. Je vous laisse d'ailleurs écouter un court extrait de son interview avec Pierre Desgros. Vous vous défendez d'avoir fait un livre de science-fiction, c'est tout de même un peu de la science-fiction. Je ne m'en défends pas, je ne méprise pas du tout la science-fiction. Je crois tout de même que ce n'est pas exactement cela. La science-fiction, en général, fait passer au second plan l'humain, alors que mes personnages sont tout à fait humains. La planète que je décris ressemble tout à fait à la Terre, et les personnages, ce sont des singes, c'est entendu. Mais ils ont des réflexes humains, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des singes du monde, des singes de l'être, des singes de science, etc. De ce point de vue-là, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une science-fiction. C'est une satire. Ça, je sais pas, depuis que vous m'avez posé cette question, je me la suis posée à moi-même. En mon âme et conscience, je crois effectivement que la réponse, oui, il y a une certaine partie satirique. Pour revenir sur le comics, j'ai été comblé dans ma lecture durant une 50aine de pages. Au tout début, on présente nos protagonistes, un humain du nom de Jason et un singe nommé Alex, qui vivent tous deux dans un village où les deux espèces vivent en paix, du moins à première vue. Car oui, tout ça va changer le jour où les parents de Jason vont se faire tuer par Brutus, un gorille leader d'un groupe de suprémacistes ayant pour but d'éradiquer l'espèce humaine. L'amitié de nos protagonistes va alors être mise à l'épreuve, parce que si l'humain souhaite tuer le gorille de sa propre main, le singe souhaite que le tueur soit jugé par le donneur de loi, un orang-outan. Mais malheureusement, après cette belle mise en bouche, cette trame scénaristique va se dérouler lentement
entre plein de petites péripéties totalement dingues, tel que le résumé nous l'avait vendu. J'avais parfois l'impression d'être tantôt dans la lecture de récits de 2000 AD et tantôt d'être dans World Science de EC Comics. C'est sympa une histoire de gorilles vikings contre des robots mutants armés de tanks, mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé en lisant La Planète des Singes. C'est donc après quelques moments parfois laborieux que j'ai enfin tourné la 333e et dernière page de ce parpaing qui réserve une petite surprise sur la fin. Chose à savoir, le récit n'est pas vraiment complet, puisque la série a été brutalement arrêtée après 29 numéros. Cependant, Doug Moench avait déjà écrit le prochain épisode, et avait déjà en tête la fin de la série. Du coup, on a quand même droit à un petit paragraphe à la fin du livre pour nous conclure la saga. En toute transparence, il m'est difficile de conseiller une telle lecture. Il faut vraiment avoir un petit bagage de lecteur et surtout avoir un amour inconditionnel à l'univers de La Planète des Singes pour s'attaquer à cette saga. Et en parlant de transparence, faisons maintenant un tour du côté de la ville de Largemouth, du comics The Nobody par Jeff Lemire. Jeff Lemire est un artiste que j'aime beaucoup, je l'ai d'ailleurs découvert sur son run sur la Justice League Dark, que je n'avais pas vraiment apprécié. Puis j'ai enchaîné sur son sympathique Animal Man, avant de le retrouver dans l'univers Valiant, avec justement The Valiant, mais aussi et surtout sur l'incroyable Bloodshot Reborn, avant de le redécouvrir totalement sur de l'indé avec son univers Black Hammer. Et s'il s'approprie très bien les univers déjà existants, c'est lorsqu'il n'a pas de cahier des charges à suivre, lorsqu'il est totalement indépendant, que Jeff Lemire dévoile toute sa richesse. En plus d'être un brillant narrateur, avec un talent tout particulier pour l'écriture des personnages, il est aussi un illustrateur très efficace. Au premier abord, ses illustrations ne sont pas très jolies, avec des personnages hachurés de traits, aux expressions grossières et aux gueules cabossées. Sauf qu'une fois que vous avez lu un premier comics illustré par Monsieur Lemire, vous ne verrez plus les choses de la même façon. C'est justement ce côté brut et sans trop de détails qui permet de se focaliser sur l'essentiel, les expressions et ressentis de ses personnages. A noter qu'il s'occupe aussi de l'ancrage et de la colorisation. Si côté ancrage il n'y a pas grand chose à dire, ce que l'on remarque par contre, c'est que majoritairement, à quelques exceptions près, il orne ses dessins d'une seule et même teinte à l'aquarelle. C'est bien souvent le bleu et le vert qui dominent, des couleurs froides pour représenter les campagnes et les villes enneigées du Canada. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai lu pas mal de Jeff Lemire ce mois-ci. Premièrement parce que en France, on a la chance d'avoir l'éditeur Futuropolis qui publie tout un tas d'œuvres de l'auteur, mais aussi et surtout, puisqu'une fois que vous commencez à plonger votre nez dans l'univers du monsieur, ça en devient très difficile d'en ressortir. J'ai donc ouvert le bal avec son deuxième comics, datant de 2009, du nom de The Nobody. Je n'ai malheureusement pas encore eu la chance de lire son premier comics, Lost Dog de 2005, publié en français chez Comics Initiative, mais dès ce second titre, on retrouve déjà tous les points clés du style de Jeff Lemire. Un protagoniste seul, isolé dans une petite ville de campagne du Canada, et qui survit difficilement à la perte de quelqu'un ou de quelque chose d'important. The Nobody, c'est l'histoire de l'homme invisible revisité par notre auteur. Le petit village de Largemouth est tranquille, presque trop tranquille, puisque la population a l'air vieillissante. Tous les habitants ont l'air de se connaître, et où l'ennui conduit la population à se distraire par les ragots. Mais tout ça va changer le jour où ils vont devoir accueillir chez eux un inconnu recouvert de bandages. C'est un récit de tranche de vie plutôt banal, comme souvent avec cet auteur. Ici, l'écriture de ces personnages, qui est d'habitude sa plus grande force, est assez timide. On a l'impression que Jeff Lemire a préféré offrir une histoire classique et solide, plutôt qu'un peu atypique, au risque de devenir bancal. C'est pourquoi c'est un récit très sympathique à lire, vous irez jusqu'à la fin sans le moindre doute et sans difficulté, mais ce n'est certainement pas son œuvre la plus marquante, narrativement parlant. Par contre, côté illustration, c'est déjà du grand Jeff Lemire, avec un art minimaliste mais efficace, et très cinématographique, qui se laisse le temps et de l'espace. Il n'hésite pas, et n'a pas peur, d'utiliser des pages entières et complètement muettes pour mettre en avant des scènes importantes, ou bien même à adapter des plans tout droit tirés du cinéma pour les mettre à la sauce BD, comme des effets de travelling afin de vous rapprocher doucement d'un personnage ou d'un lieu. En effet, Lemire n'oublie pas qu'il est dans une BD et que les crayons comptent tout autant que la plume, et qu'il n'est pas moins capable de compter et de décrire. Si notre illustrateur réussit à réduire les traits des héros au maximum, il n'en fait pas autant du côté des décors. Même si, encore une fois, il n'a aucunement la prétention de faire de l'art réaliste, on sent qu'il est important pour lui de crayonner les détails. Là où certains auteurs de tranches de vie utiliseraient simplement un fond monochrome, lui aime apporter du détail, des arbres, de l'herbe, une pierre, des bulles, un reflet dans l'eau, de la fumée sortant d'une cheminée ou bien des stalactites sur un feu tricolore.
C'est pourquoi, si vous avez envie de découvrir Jeff Lemire, je vous invite à plonger doucement dans la lecture par un titre comme celui-ci, qui regroupe l'essentiel du style de l'artiste, qui n'est pas trop chronophage et qui ne nécessite aucune connaissance au préalable, que ce soit en termes de comics, de références cinématographiques, littéraires ou autres. N'hésitez pas à laisser une chance à ce comics qui, malgré ses bandages, reste encore un peu trop invisible aux yeux du public. Encore du Jeff Lemire avec cette fois-ci Winter Road, sorti à l'origine en 2015 aux US et édité en France l'année suivante en 2016, encore une fois chez Futuropolis. Pour ne pas dénaturer avec le thème habituel de Jeff, on démarre le récit avec la présentation d'une petite ville tranquille et enneigée du Canada. Après un petit travelling en art séquentiel, on rentre dans un bar pour y faire la découverte de Derek, un ancien joueur de hockey, un peu trop porté sur la bouteille et un tantinet irritable, puisqu'il ne faudra pas longtemps pour que son poing termine dans le nez de 2 fans qui perturbent sa beuverie en solitaire. On va vite découvrir que si celui-ci n'a pas eu une vie facile, ça l'est encore moins pour sa petite sœur, totalement dépendante à la drogue et poursuivie par un ex violent qui compte bien la faire revenir auprès de lui. Jeff Lemire est devenu le maître dans l'art de raconter des histoires de tranches de vie simples, mais pas simplistes, où vivent des personnages profondément humains, touchants et émouvants, où leur prise de conscience est au centre du récit. La vie courante, la condition sociale, la complexité humaine, la difficulté à encaisser les coups durs de la vie sont forcément des thèmes qui vont parler à chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la lecture d'une œuvre de Jeff Lemire ne vous laissera jamais de marbre. Dans Le Labyrinthe inachevé, toujours écrit et illustré par Jeff Lemire, on y fait la rencontre de William Warren, un inspecteur de la construction qui n'a plus de raison de vivre depuis qu'il a perdu sa fille, il y a 10 ans. Contrairement à d'habitude, l'histoire se déroule dans une grande ville, avec un personnage entouré de monde, mais qui décide cependant de s'isoler et de vivre dans une routine morbide, afin de, probablement, s'assurer de ne plus percevoir une seule once de bonheur, de peur que cela soit perçu comme un manque de respect au décès de son enfant. Mais sa routine va être chamboulée, la nuit où il va recevoir un appel anonyme à 3h du matin. Il est alors persuadé que c'est un appel à l'aide de sa fille, et qu'il peut la retrouver en suivant un fil rouge, celui d'un vieux pull qui serait capable de le mener au centre du labyrinthe où sa fille serait coincée. Et je n'ai pas besoin d'une grande connaissance en mythes et légendes pour comprendre l'inspiration totalement assumée pour le mythe de Thésée et le Minotaure, qui se sert du fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. Allez savoir par quelle magie, une fois la lecture commencée, je n'ai pas réussi à l'arrêter sans avoir lu le dénouement. Et pourtant, à aucun moment, je n'ai eu l'espoir que Will retrouve sa fille, mais j'étais totalement happé par l'enquête personnelle que menait ce papa en deuil. Je devais savoir s'il allait finir par s'en sortir et se reconstruire, ou si, au contraire, il allait refuser le deuil et se laisser partir totalement pour rejoindre son enfant. Encore une fois, Jeff Lemire réussit avec délicatesse à nous conter une histoire touchante et dramatique sans pour autant tomber dans le larmoyant. Il relate simplement la difficulté à accepter les moments tragiques de la vie humaine. Et sur ce point, l'allégorie avec le labyrinthe est parfaitement choisie. Dernière série en date, réalisée intégralement par Jeff Lemire, Les Éphémères m'avait déjà fortement séduit par sa couverture et son résumé mêlant tranches de vie, polar et fantastique. Un soir, à une époque où les insectes du nom d'éphémères envahissent les ruelles de la petite ville de Belle-Rive, 3 compères décident de se rendre dans une boutique pour acheter des glaces. Mais après un pari consistant à traverser pieds nus une route jonchée d'insectes, l'un des jeunes garçons se retrouve face à un cambrioleur, qui réagit dans la panique et tue malheureusement le témoin. Mais notre histoire concerne en vérité Franny Fox, une jeune fille solitaire, rejetée de tous, et même par son père, avec qui elle vit seule dans une vieille ferme. Elle va alors faire la rencontre du criminel de la boutique, avec qui elle va nouer une amitié improbable, alors que celui-ci va se métamorphoser en insecte géant, à la manière de Jeff Goldblum dans La Mouche. Une chasse à l'homme captivante, une enquête paranormale, une origin story à mi-chemin entre le western et l'horreur, et surtout, comme on est habitué avec Jeff Lemire, des personnages marquants de par leur qualité, mais aussi leurs défauts. Une œuvre en 2 tomes, disponible en français toujours chez Futuropolis, que je ne peux que vous conseiller. Très facile à lire et accessible à tous, que vous soyez lecteur de comics, de manga ou même de romans. Un cadeau parfait, que ce soit pour votre petite nièce de 14 ans, fan de Mercredi, la série, mais aussi votre pote trentenaire qui a vu tous les films d'animation de Ghibli, ou bien encore votre tante cinquantenaire, accro à Stranger Things, sans oublier votre grand-père bibliophile qui passe bien trop de temps à tourner les pages de ses livres, l'arrière-train posé sur son rocking chair. Bon, il est maintenant temps de terminer cet épisode en s'intéressant à un comics que j'avais commencé lors du podcast précédent, c'est-à-dire Pete, mais cette fois-ci avec le tome 2.
Bon, je vais pas passer par 4 chemins, si j'avais bien aimé le premier tome et qu'il avait réussi à me donner envie de prolonger l'expérience avec son cliffhanger efficace, la suite s'est avérée très décevante. C'est exactement ce que je redoutais depuis le début, en commençant la lecture d'un comics Image des débuts des années 90, avec un gros monstre très musclé en couverture. Il ne se passe pas 3 pages sans qu'il y ait de la bagarre. Non vraiment, hein, j'ai compté, ce n'est que ça. Je vais vous résumer très brièvement l'épisode, vous allez voir. Au début, on reprend directement là où le précédent nous avait laissé, avec le gros méchant qui avait kidnappé l'enfant. Pete se jette alors dessus et se rend compte que le vilain extraterrestre est plus puissant qu'il ne l'imaginait. Par chance, une gentille héroïne à la Connor Ripley apparaît et l'aide, mais elle aussi se retrouve impuissante. Mais alors que l'on pensait que tout était perdu, l'esprit alien transféré dans le corps de l'enfant se réveille et anéantit le gros vilain et sauve de justesse Pete et la jeune femme. Le grand-père en veut alors à Pete, car à cause de lui, son petit-fils tombe dans le coma. Une équipe de super-héros au rabais est alors envoyée à sa poursuite pour l'arrêter, mais vu qu'ils ont tous le charisme d'une moule, ils envoient alors la copie de l'Abomination de chez Marvel. Mais si, vous savez, l'adversaire de Hulk, un gros monstre vert avec des nageoires de poisson en guise d'oreille. Bah là c'est pareil. Pendant que ces derniers recherchent leur cible, Pete décide de devenir un héros nocturne et tente de sauver une jeune femme qui est sur le point de se faire agresser par 2 malfrats. Cependant, pas de chance pour lui, il s'avère que cette dernière est en vérité une lycanthrope. Du coup, bagarre. Il lui règle son compte, fait beaucoup de bruit en ville, résultat, l'équipe de Supernage le retrouve. Du coup, bagarre. Pete a l'avantage, mais il ne veut pas leur faire de mal. Du coup, il se sauve, mais très vite, il le retrouve. Du coup, bagarre. Pendant ce temps, le gamin hospitalisé est kidnappé une nouvelle fois, mais par de nouveaux vilains. Mais mademoiselle Connor Ripley était sur les lieux et tente de le protéger, du coup... bagarre. On retourne alors du côté de Pete et des Supernazes, qui découvrent qu'ils sont finalement du même côté, et se dirigent alors vers les ravisseurs du jeune garçon. Mais avant de conclure, on a droit à un épilogue, où l'on découvre que la lycanthrope que Pete croyait avoir tuée n'est finalement pas morte, puisqu'elle se réveille à la morgue, du coup elle s'attaque au médecin légiste, dernière bagarre, sang partout... et fin. C'est sûr qu'après avoir lu pas mal de Jeff Lemire, ça dépayse. Je me doutais bien que cette série ne volerait pas très haut, mais après un épisode 1 assez sympa, j'avais quand même un peu d'espoir. Maintenant que j'ai acheté les 4 tomes, je vais les lire, hein, mais je doute prendre beaucoup de plaisir, si c'est pour voir toujours des gros monstres se coller des mandales à 80% du temps. Ce qui me rappelle une nouvelle fois qu'à la même époque, on avait droit à des Max, qui, tout en gardant l'esprit 90, réussissaient brillamment à proposer autre chose avec un travail de fond bien plus intéressant. Prenez cette petite comparaison comme un teaser pour l'une de mes lectures d'un prochain podcast, puisque j'ai déjà les tomes 2 et 3 qui m'attendent dans ma tour à lire depuis quelques semaines. Sinon, je prévois aussi de lire le dernier Rick and Morty vs Cthulhu de chez iComics, et c'est tout pour le moment. Je sais pas encore trop ce que je vais lire après, donc s'il y a d'autres titres, ce sera des lectures sans préméditation. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire via mon Tipeee Captain Max, le lien se trouve dans la description du podcast sur Substack. N'oubliez pas de me suivre pour ne pas louper les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis merci et attendez un petit peu. Il y a une petite voix post-générique à ne pas louper à la fin de cette émission qui arrive juste après la musique d'outro, réalisée d'ailleurs par Leloup 5 points. Je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est plein de nostalgie, de jeux vidéo et d'humour. Et c'est aussi lui qui a fait bien évidemment la musique d'intro de ce podcast. Et je le remercie grandement pour son aide. Sur ce, cette fois, je vous laisse partir, je vous dis merci encore et à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.